Le chaos a vraiment commencé lorsque la pluie a duré 1 mois. Les experts affirmaient encore que ce n'était qu'un phénomène climatique rare, une de ces bizarreries de la nature, mais les vols étaient cloués au sol, les communications coupées, et toute la ville se retrouva privée d'eau et d'électricité. J'entendis mes voisins du dessous se ruiner pour un pack minéral. C'est là que j'ai su putain, le ciel nous tombait sur la gueule. Je suis Bastien Roche, un homme ordinaire, un simple employé de bureau. Mon travail ne m'avait enseigné qu'une chose: déceler le danger au milieu d'un flot d'informations. Mon application météo était hors service, son icône ne faisait que tourner en boucle, parfois. Quand les nouvelles étaient encore diffusées, une présentatrice en cirée, les pieds dans l'eau, avec un optimisme forcé, que c'était un événement centenal, que les secours arrivaient, qu'il fallait rester calme. J'éteignis mon téléphone calmement. Je jetai un œil dehors. L'eau jaune et boueuse avait englouti le petit jardin en contrebas, ne laissant émerger que les toits de quelques voitures submergées. L'air charriait une odeur poignante d'humidité, un mélange de terre, de pourriture et de désespoir qui vous prenait aux tripes. Dès le 3e jour de pluie, je sentis que quelque chose de grave se préparait. L'eau était de couleur rouille et en touchant le sol, elle laissait une traînée étrangement luisante et grasse. Puis, ma plante verte sur le balcon, mon poteau, avait dépéri en une nuit. Ses feuilles étaient recroquevillées et noires, comme brûlées par le feu. Les conneries des experts, je n'y croyais plus une seconde. Je dévalisais les applications de Chopin. Riz, farine, biscuits de suie de survie, conserve, eau pure, tout y pouvait être stocké, j'en prenais le maximum. Puis des piles, des bougies, des briquets, des trousses de secours, des antibiotiques, des médicaments contre le rhume. Même plusieurs grands paquets de désinfectants vétérinaires, au cas où. Ma carte de crédit fut épuisée 3 jours, et mes économies, taries. Le coursier, lors de sa dernière livraison, me regarda comme un cinglé prêt à hiberner chez lui. Il grommela que la route serait bientôt coupée par la pluie, que c'était peut-être son dernier tour. Je souris, lui tendis un paquet de cigarettes, une bouteille d'eau, en lui disant de faire attention et de quoi s'approvisionner. Il me gratifia d'un large sourire, ses dents blanches éclatantes. Et nous, les livreurs, nous n'avons jamais faim. Je n'ajoutai rien. Je savais qu'il comprendrait bientôt que la nourriture serait la seule monnaie forte de cette putain de ville. Mon appartement, je le louais. Mais en banlieue, je possédais un vieux local appelé l'Orche, une supérette dont j'héritais de mon grand-père Gérard Roche, et c'était ma seule richesse. Elle était à l'entrée d'une vieille résidence, perchée à plus de 2 mètres au-dessus du sol environnant. Elle n'avait jamais été inondée, même en pleine saison des pluies. Elle devint ma seule arche de Noé. Je passais 2 jours entiers, telle une fourmi, à transporter toutes mes provisions, faisant des allers-retours de mon appartement à l'Arche. Une fois cette tâche accomplie, je barricadai les rideaux métalliques et la porte arrière avec dards d'acier et barges de bois, depuis l'intérieur. Debout au milieu des piles de marchandises, j'écoutais le hurlement de la tempête à l'extérieur. Étrange sensation de sécurité m'envahit. J'avais parié et j'avais gagné. 10 jours de pluie plus une goutte d'eau courante dans toute la ville. 12 jours, une coupure de courant généralisée. 14 jours, riait le signal de mon téléphone rendit l'âme pour de bon. Le monde, pour moi, c'était refermer hier ce rideau de pluie, me transformant en île isolée. Je me recroquevillais dans le petit réduit situé à l'étage de l'Arche. C'était la salle de repos de mon grand-père, un lit simple, une table et une petite fenêtre qui donnait sur la rue en contrebas. Coin contrebas, l'eau avait déjà atteint 1 mètre, aussi opaque qu'un bouillon de boue jaune. La rue était silencieuse, hormis quelques objets flottants, un canapé, des planches, et même la carcasse blanchie d'un chien de compagnie, gonflé par loup. Mon estomac se noua. J'ouvris une botte de cornet bœuf, découpai un morceau avec mon couteau suisse et le fourrai dans la bouche, froide, grasse, avec ce goût métallique de conserve, et pourtant, à cet instant précis, c'était un délice absolu. En mangeant, j'observais la résidence d'en face à travers mes jumelles là-bas. Le premier acte de l'apocalypse se jouait. Quand les 3e étages avaient repéré un jeune couple. Je les avais déjà vus, si le mari allure studieuse, se lunès et sa femme, enceinte et sur le point d'accoucher, toujours main dans la main, visiblement épris l'un de l'autre. En présent, l'homme était penché dessus le balcon, un séchoir à linge en main, recherchant désespérément un carton de nounou unus instantané flottant. Ce carton, gorgé d'humidité, menaçait de se désagréger. Sa femme se tenait derrière lui, une main anxieuse posée sur sa taille. Plusieurs tentatives, échouant de peu à chaque fois. Sa frustration grandissait. Il se pencha de plus à moitié de son corps dans le vide. Soudain son pied glissa, et il bascula vers l'avant. Un cri aigu lui échappa, tandis qu'elle agrippait ses jambes de toutes ses forces. Ils pendaient tous deux comme des fourmis agrippées à l'extérieur du balcon, chancelant sous la pluie tente et le vent furieux. Je savais qu'il suffirait d'ouvrir un paquet de nouilles et de le brandir à ma fenêtre pour obtenir tout ce que je voulais d'eux. Mais l'heure n'était pas encore venue. Les vivres étaient là pour sauver des vies, non pour monnayer la gratitude. Finalement, sa femme parvint à le ramener. Tous deux s'effondrèrent sur le balcon, serrant le misérable visage marqué par la perte de toute espérance.
Le carton de nouilles tourbillonna quelques instants dans l'eau avant de se désagréger, ses emballages roux-verts s'éloignant vers l'horizon inconnu. J'abaissai mes jumelles, achevant ma dernière bouchée de corned beef avec une expression vide. La fin, je le savais, serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. La nuit tomba, la pluie ne montrant aucun signe de faiblir, et l'obscurité engloutit tout. Tos, mon corps tout entier se raidit. J'attrapai le pied de biche posé près de mon oreiller, puis je descendais les escaliers sans faire un bruit. Les coups continuaient réguliers avec une cadence étrangement insistante. Une voix âme, déformée par le rideau de fer et le déluge, résonna. « Il y a quelqu'un. Au vrai, j'ai vu la lumière ici. » Une autorité indiscutable émanait de son ton. Je ne répondis pas. Avec l'eau, l'électricité et le réseau coupé, le moindre point lumineux était une cible, un morceau seusome fraîche dans l'obscurité. Le ton de la voix se fit plus aigu, teinté d'impatience et de menace. « Je sais qu'il y a qu'un... Avons la police avec nous !» Un rictus froid étira mes lèvres. Une époque pareille, un badge de flic pouvait être plus puissant qu'une bande de gangsters. Je m'approchai de la porte en silence, jetant un coup par la fente sous le rideau de fer. Un canot pneumatique était amarré dehors, les vagues clapotant autour. Qu'au bord se tenaient 3 hommes encirés, chacun d'une lampe torche à la main. Leur faisceau éblouissant balayait mon rideau de fer. Le laidé, un homme corpuleux, releva la capuche de son ciré, dévoilant un visage que je connaissais. C'était Victor Moreau, le policier de quartier. J'avais eu affaire à lui plusieurs fois pour mes papiers résidence, un type qui m'avait toujours semblé jovial et serviable. Les 2 autres, je ne les connaissais pas. Mais leur regard féroce et les tatouages sur leurs bras disaient « C'est papa venu pour faire la charité ». La voix de Victor Moreau porta de nouveau « Monsieur Roche, je sais que c'est vous. Vous tenez là, je me souviens, voyons, nous sommes voisins. » Un coup de main. Nous cherchons juste de la nourriture et des médicaments. Son ton semblait sincère. Pourtant, sous cette sincérité apparente, je sentais l'odeur rance de la crudité. Je demeurai immobile. Le silence dura une bonne minute. Merde. S'il ne veut pas coopérer, on le forcera, grommela l'un des hommes tatou près Victor Moreau, son impatient palpable. Oh Victor, pourquoi tu perds ton temps à discuter? On défonce la porte, point barre. Victor Moreau ne répondit pas immédiatement. Sa lampe torche balaya mon rideau de fer avec minutie, s'attardant sur la serrure et les bords. Puis, il parla, pas la peine de se presser. Cette porte est renforcée de l'intérieur, on ne la forcera pas. Il marqua une pause, un sourire froid effleurant ses lèvres. Par contre, je me souviens que son grand-père Gérard Roche, quand il a construit l'Orche, il a laissé une bouche d'Arcio assis en arrière bien cachée, juste à côté des égouts. Il savait ça, mon cœur fit un bond, puis retomba lourdement. Après le décès de mon grand-père Gérard Roche, j'avais envisagé de rénover l'Arche et j'avais étudié les plans de la bâtisse. C'était un ancien conduit d'aération encastré dans le mur, dont la sortie était dissimulée dans une rue d'Orière, au milieu d'un âme trop étroit pour qu'un adulte puisse s'y faufiler. Je n'y avais jamais prêté attention. Ce détail insignifiant que j'avais stupidement ignoré était désormais une épée Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. Mon sang ne fit qu'un tour. Sans perdre une seconde, je dévalai les escaliers jusqu'au 2e étage, puis je fondis dans le débarras. C'était un capharnaüm d'objets inutiles, mais ma rage me donna la force de déplacer frénétiquement ce vieux meuble en bois pourri. Derrière lui, sur le mur, un orifice carré peine 30 cm de côté me fissait béant. En grille de fer rouillé le scellé, mais les vis de fixation étaient tellement desserrées que la roue est presque entièrement rongée. De l'extérieur, des bruits métalliques de levier contre la pierre me glacèrent le sang. Je perçus aussi les voix basses et menaçantes de ces hommes. Mon cerveau fit immédiatement le lien chez les vins. Mon esprit s'emballa. Boucher le trou, impossible. Ils avaient sûrement des outils, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne le forcent. Supplier, pas question. S'ils comprenaient que j'étais seul et que l'Arche regorgeait de ressources, ils me dévoraient jusqu'au... Non, il me fallait trouver un moyen de les faire reculer, de les dissuader définitivement, de les terroriser au point qu'ils n'osent plus jamais revenir. Mon regard a balayé la pièce, s'arrêtant nez sur un seau dans un coin. Il contenait de l'alcool industriel, des restes datant d'années. Juste à côté, j'avais stocké quelques paquets de désinfectants vétérinaires dont l'ingrédient principal était le permanganate de potassium. Un plan à la fois audacieux et génial a pris forme dans mon esprit. J'ai rapproché le seau d'alcool de la bouche à ration. En dévissant le couvercle, une odeur âcre a immédiatement envahi la pièce me piquant les narines. J'ai ensuite déchiré un paquet de poudre désinfectante et, avec une précision méticuleuse, j'ai versé la plaie sombre dans une assiette en fer. Que j'ai placé juste sous les vents. Je me suis souvenu de mes cours de chimie, où j'avais été attentif truffe, le mélange de permanganate de potassium et d'alcool provoquait une réaction d'oxydation violente, générant instantanément chaleur intense et flamme. Une fois mon terrible artifice en place, j'ai attrapé une longue perche en bambou. Et je me suis caché derrière la porte du débarras, le cœur battant frénétiquement dans ma poitrine. Dehors, le bruit de la grille qu'on forçait devenait de plus en plus distinct, de plus en plus proche. On a trouvé. Si-ci une voix excitée s'est écriée. Tain, c'est trop petit pour y passer.
Envoie le singe, le saint, citait bien la voix de Victor Moreau. Très vite, j'ai entendu un bruissement. Un gratte-malceux d'un rat se faufilant dans une canalisation, le saut s'est rapproché, sans cesse. Mes paumes étaient moites de sueur, ma main agrippant avec force la perche. Dans l'instant où cet homme chétif, qu'il surnommait le singe, a glissé sa tête hors de la bouche d'Aration, j'ai agi. De toutes mes forces, j'ai poussé violemment la perche de bambou, non pas vers l'intrus, mais vers le seau en plastique rempli d'alcool. L'aspect d'acier du seau d'alcool industriel s'est déversé avec une précision glaçante sur l'acier contenant le permanganate de potassium, disposé juste en dessous. Une pièce échquille et un sifflement strident a déchiré l'air. Au contact de la poudre violettite sombre et du bout de flamme bleu-violet a explosé avec une férocité inouïe. La chaleur terrifiante a instantanément embrasé l'intégralité du conduit d'aération. À échèche, un hurlement déchirant s'est échappé du conduit. Le singe, sa tête entière engloutie par l'outil, a se transformé en une torche humaine qui se tordait et se débattait. Les flammes, jaillissant du conduit, ont reflué vers l'extérieur. Dans l'allée arrière, j'ai entendu Victor Moreau et de ses hommes, suivi du bruit de leur fuite éperdue. Je me suis appuyé contre le mur, haletant l'odeur de protéines brûlées et d'alcool emplissant mes narines. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement un épuisement total. La pure sensation d'avoir échappé à la mort de justesse. J'avais utilisé le feu pour les repousser, mais je m'étais aussi totalement révélé. À partir de cette nuit, j'étais homme ordinaire qui voulait simplement survivre avec ses maigres provisions. Non, j'étais le dragon gardant son trésor. J'ai traîné mon corps exténué jusqu'à la salle de repos située au 2e étage. Et à travers une fente de la fenêtre, j'ai observé l'extérieur. Quand le canot pneumatique de Victor Moreau et de ses hommes avait disparu, mais je ne pouvais pas relâcher ma garde. J'ai veillé toute la nuit à la fenêtre jusqu'à l'aube. Quand la lumière du jour a commencé à blanchir, si légèrement faiblie, ce n'est qu'alors que j'ai osé fermer les yeux pour un court somme. J'ai fait un rêve, le rêve s'est dissipé. La pluie avait cessé, la crue s'était retirée et la ville retrouvait son agitation d'antan. Je sortais de l'arche. Le soleil caressait ma peau, les gens dans la rue me souriaient, reconnaissant le bris que je leur avais offert durant l'apocalypse. Et puis je l'ai vu. Solène Blanchard, mon petit ami, debout à l'angle de la rue dans une robe blanche, me souriait. Mais alors que je marchais vers elle, son sourire s'est figé. Du sang noir a commencé à couler de ses yeux nez, de sa bouche. J'ai sursauté, baigné d'une sueur froide. Dehors, la pluie redoublait. Et en bas, une nouvelle agitation, plus chotique encore, parvenait jusqu'à moi. J'ai attrapé mes jumelles sans hésiter. Cette fois, ce n'était plus une vedette, mais une foule, des dizaines, des centaines d'individus. Ils sortaient des immeubles submergés, pataugeant dans l'eau jusqu'à la poitrine, telle une nuée de faux dérangés, se pressant en masse dans ma direction. Leur cible élarge ma supérette. Qu'en l'avant de la foule, j'ai reconnu une silhouette familière et l'homme qui la veille avait tenté des noeuds instantanés avec un étendoir. Il tenait sa femme enceinte dans ses bras. La femme était livide, les yeux clos, apparemment inconscient. Le visage de l'homme était un mélange de désespoir, de supplication et de folie. Et ceux derrière lui arboraient la même expression. Il venait pour survivre, mais aussi pour piller. Je savais que le véritable problème était là. Contre Victor Moreau et ses deux, je pouvais user de ruse, voire de brutalité. Mais face à des centaines de personnes ordinaires, rendues folles par la faim et le désespoir, toute stratégie semblait futile. Ils étaient à une marée qui, une fois déferlée, pourrait déchirer mon petit refuge en un instant. Ouvrez, je vous en prie, ouvrez. Nous savons qu'il y a à manger là-dedans, partagez un peu, ma femme a un train de nourriture dure du propre. L'avoireau de Mathieu, l'homme qui portait sa femme enceinte suppliait, tandis qu'il percutait de son corps la porte roulante, encore et encore, la supérette entière frémissait sous l'impact. D'autres se joignirent à lui, frappant la porte à main nue, à coups de pied ou avec des planches et des lieux amassés dans l'eau. Le rideau de fer grinçait affreusement, frottant bruyamment contre les barres d'acier que j'avais ajoutées pour le renforcer. Un son strident baisse mes tympans. Je me bouchais les oreilles, m'efforçant de retrouver mon calme. Impossible d'ouvrir, absolument impossible. Une fois ouverte, l'ordre s'effondrerait instantanément. Ils pileraient tout comme des sauterelles, puis s'entredéchiraient pour le dernier biscuit. Et moi le gardien, je serais le premier à être mis en pièces. Pourtant, en regardant la femme enceinte, chancelante dans les bras de l'homme, mon cœur se serra. Au même instant, j'aperçus un tumulte à l'arrière de la foule. La vedette de Victor Moreau était de retour, hors, en plus lui et de l'homme tatoué. Se tenait une personne de plus rie, un jeune homme maigre comme un jonc, tenant un mégaphone. Tout le monde, calmez-vous, écoutez-moi. La voix de Victor Moreau, amplifiée par le mégaphone, résonna dissemble pendant toute la rue. La foule désordonnée se calma lentement, tous les regards braqués sur lui. Dans cet apocalypse, une vedette et un mégaphone représentaient le pouvoir et l'ordre. Je suis policier, que c'est que vous avez faim, que c'est dur pour vous tous, mais la violence de Victor Moreau, s'écria l'air vertueux. Le propriétaire de ce magasin s'appelle Bastien Roche, il a amassé d'énormes quantités de fournitures, mais il refuse d'essonner ceux qui meurent.
Hier soir, un de mes collègues a juste voulu trouver des médicaments pour la communauté, et il a tablé vif à l'intérieur, la foule murmura. Leurs yeux suppliant un instant auparavant, se chargea de colère et de haine. Assassin, Mulel. De quel droit garde-t-il autant de nourriture pour lui seul? Mon cœur se glaça. Qu'une œuvre peut déformer la vérité et attiser la fureur des esprits. Il se posait en héros pour le peuple. Et moi je devenais le démon égoïste qui ignorait la vie humaine. Écoutez-moi bien, Victor Moreau leva la main, calmant la fureur de la foule. J'ai contacté mes supérieurs, l'équipe de secours arrivera bientôt. Mais pour l'instant, nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas laisser cet homme nous regarder mourir de faim. Nous allons maintenant, au nom de la justice, le forcer à nous donner les provisions pour une distribution équitable. Distribution équitable. Rend les provisions, l'émotion de la foule éclata, il était plus suppliant, mais une armée de justiciers. Mathieu, l'homme portant sa femme enceinte, leva également la tête, ses yeux rougis fixant ma porte roulante comme s'il voulait la transpercer par la seule force de son regard. Victor Moreau observa la scène avec satisfaction, un sourire froid et triomphant se dessinait au coin de ses lèvres. Puis, il sortit quelque chose de son embarcation, une découpeuse. Un vrombissement de moteur éclata, et des étincelles jaillirent partout. Mes pupilles se contractèrent. Ils allaient forcer l'entrée de l'arche. Sous le rugissement de la découpeuse, une fissure aveuglante commença à apparaître sur le volet roue métallique. Mon esprit se vida, un vide effrayant m'envahit. C'était fini, j'en étais certain. Cet instant critique, un coup de feu déchira le rideau de pluie. Bon, ce n'était pas un coup de feu comme ceux que je l'ai déjà entendu. Celui-ci était plus lourd, plus étouffé. Tout le monde était sous le choc. Le bruit de la découpeuse se tut brutalement. Victor Moreau jeta des méfaits autour de lui, l'air perdu. Puis un deuxième coup de feu, bang, cette fois. Je le vis clairement, Thilo à côté de Victor Moreau explosa aux un cri guttural de terreur lui échappa, et il s'affala lourdement dans son embarcation. La foule était plongée dans une panique totale. Il commençait à s'agiter, ne sachant d'où venait coup de feu. Je cherchais moi aussi. Je balayais frénétiquement les bâtiments environnants avec mes jumelles. Finalement, mon regard se fixa sur le chat de cet immeuble abandonné le plus haut, juste en face de mon arche. Au dernier étage de Le Chard, à travers une fenêtre sans verre, une silhouette sombre traversa furtivement mon champ de vision, et cette personne tenait un long fusil de sniper, équipé d'une lunette de visée. Que diable était là pour moi? Victor Moreau, tel un lâche, ordonna à ses hommes de faire demi-tour et fuit les lieux dans son embarcation, visiblement humilié. Ces deux coups de feu mystérieux glacèrent instantanément l'ardeur de la foule, qui était sur le point de déferler. Leurs regards apeurés se posèrent Le Chard, puis sur mon arche qu'ils craignaient. Ils commencèrent à hésiter, à reculer. Mathieu, l'homme qui tenait sa femme enceinte à peine vivante, regarda son épouse, puis mon volet roulant fermé, le visage rempli de lutte. Finalement, l'instinct de survie l'emporta. Il serra les dents et se retourna, repartant péniblement avec sa femme. La foule commença à se disperser. Une crise qui aurait pu me dévorer tout entier venait d'être désamorcée par deux coups de feu. Je me suis adossé au mur, le dos de sueur froide. J'ai de nouveau levé mes jumelles vers Le Chard. L'endroit était vide, je ne voyais rien. Mais au fond de moi, une autre tempête se préparait. Dans cette ville coupée du monde, quelqu'un possédait quelle arme, et l'avait clairement tiré pour avertir Victor Moreau. Pourquoi? Que cherchait-il? Cette aide mystérieuse, bien plus que la menace de Victor Moreau ou la faim des foules me glaçait le sang. Je ne pouvais plus me permettre le moindre relâchement. Ce mystérieux snippet, qui m'avait aidé au jeu au pouilles, pourrait porter les armes sur moi demain. Je devais à tout prix découvrir qui il était, et vite. Mais pour l'instant, j'avais une chose encore plus importante à faire. Je me suis approché du volet roulant, observant l'extérieur à travers la fissure laissée par la découpeuse. L'un part les gens des immeubles déjà, mais retournés dans les immeubles d'habitation, mais quelque part, erraient encore dans l'eau à proximité, refusant de partir. Leur visage émaci, leurs yeux témoignaient d'une femme insatiable, mais la peur de ce fusil invisible les retenait de l'occasion que l'occasion était là. Je ne pouvais pas me contenter de l'orge passivement, indéfiniment. Je devais transformer certains d'entre eux en mes hommes. Je suis retourné à l'entrepôt. J'ai pris un sac de riz de 5 kilos, un paquet de nouilles séchées et quelques bouquets d'eau minérale. J'ai poussé la minuscule ouverture, celle qu'on utilisait pour les journaux et le lait, à l'entrée de l'orche. Quand elle est claquée, si claire dans la rue silencieuse, a fait tressaillir les silhouettes errantes. Elles ont levé d'un coup, comme des lapins effrayés. Je ne me suis pas montré. J'ai simplement glissé une bouteille d'eau minérale et un paquet de nouilles à travers la fente, les laissant tomber sur le pain à la porte. Ils sont tous restés figés. Leurs yeux fixaient l'eau et les nouilles, une incrédulité profonde gravée sur leur visage. Quelques secondes plus tard, un grand maigre, plus proche, a réagi. Il a bondi, presque en se jetant sur la nourriture, asserait fort contre lui, puis asserait fort qu'on rompt avec méfiance, comme s'il craignait qu'on vienne la lui arracher. Il a levé les yeux dans ma direction, s'est incliné profondément, puis a filé sans un regard en arrière. Les autres, les yeux rougis par l'envie, ont commencé à s'approcher lentement, hésitant de mon abri.
Je n'ai rien sorti d'autre. Travers le guichet, ma voix était neutre, dénuée de toute émotion. L'use zen n'est pas gratuite. J'attends quelque chose en échange. Mais nous n'avons plus rien. Une femme d'âge moyen, le visage défait par le désespoir, a laissé échapper ces mots. Je ne veux ni argent ni bijoux. J'ai marqué une pause avant de lancer mes conditions. J'ai besoin de médicaments, surtout des antibiotiques et des antipyrétiques. J'ai besoin de piles de tous types, des clés à molette, des pinces, des tournevis. J'ai aussi besoin de bras. Une personne, si vous avez une compétence, comme être médecin, électricien ou même juste une grande force pour travailler. Je peux vous garantir la nourriture de base quotidienne. Les médicaments et fournitures peuvent s'échanger contre une nourriture plus riche. Une botte d'amoxicilline pour 10 œufs de riz, une batterie de voiture fonctionnelle pour 20 kilos. Puis en a. Peut l'apporter maintenant. Mes paroles furent une pierre jet dans une eau morte. La foule se tut. Ils se regardaient, leur regard hésitant, méditant, pile. Ces choses si courantes en temps de paix étaient maintenant des luxes, tout comme la nourriture. Sans perdre un instant, j'ai immédiatement sorti une boîte de suppositoires antipyrétiques et de l'eau propre. Le revivateur du bois à les utiliser pour sa fille. Ensuite, je les ai installés par l'étage. L'ancien débarras, je l'avais sommairement nettoyé. Cité rudimentaire, mais au moins, ça les protégeait du vent et de la pluie. Le dartre du bois m'a remercié profusément, prêt à s'agenouiller. Je l'ai retenu, lui rappelant que c'était en échange tant que ses connaissances médicales contre le droit de survivre. J'ai fait l'inventaire des médicaments qu'il avait apportés, quelques boîtes de céfixime, 2 flacons de suspensium de benzain-blegeprofène et quelques médicaments contre le rhume des pansements. Peu de choses, mais désormais, c'était un trésor salvateur. Mon cœur s'emplissait d'un regain de confiance. Avec un médecin, je pouvais soigner les médecins de les maladies. Cela ne sauverait pas seulement les membres de ma future équipe, mais représenterait également une monnaie d'échange précieuse pour davantage de ressources. Le reste de la journée, des gens affluaient des uns après les autres devant l'arche, venus y changer. Un jeune homme nommé Luc Martel, qui se présentait comme technicien en électronique, traîna un énorme onduleur UPS. On m'expliqua qu'avec une source de recharge, il pourrait fournir un éclairage stable. Je lui ai donné au rez-de-chaussée de l'arche. J'avais besoin d'un expert en électricité. Plus nombreux étaient ceux qui venaient tenter leur chance avec des objets inutiles, vieux vêtements moisis de prix, et même certains voulaient échanger quelques vieux livres contre un paquet de nous instantanés. Cela, j'ai catégoriquement refusé. Mes ressources étaient limitées, je devais m'assurer que chaque approvisionnement de plus grande valeur. Cruel mais nécessaire. Le soir venu, mon royaume, outre ma personne, comptait déjà 3 citoyens, ceux d'autres l'un du Bois-Lise et l'électricien Luc Martel. Luc Martel, un expert en technologie. Peu bavard mais incroyablement doué de ses mains, réussit à Hulk le 2 étages. Quand la douce lumière blanche illumina de nouveau ce petit espace, les yeux du docteur Dubois s'embuèrent. Sa fille, devoir pris le médicament, n'avait plus de fièvre et dormait paisiblement. Nous 4 étions assis autour d'une petite table, mangeant des nouilles instantanées fumantes. C'était la première fois de cul à pain de courant que je mangeais un plat chaud. Luc Martel, aspirant bruyamment ses nouilles, marmonnait entre 2 bouchées. Avec de l'essence, je peux mettre main sur un petit groupe électrogène. On aura non seulement de la lumière, mais on pourra faire bouillir de l'eau, cuisiner sur une plaque électrique. Tout ça, je l'ai regardé. Puis j'ai croisé le regard reconnaissant du dartre Alain Dubois à ses côtés. J'ai senti que j'ai réussi ma première étape. Je n'étais plus seul. Pourtant, en instaurant mon propre ordre, je savais que je heurterais inévitablement les intérêts d'autrui. Au cœur de la nuit, Luc Martel montait la garde au rez-de-chaussée. Moi, posté à la fenêtre du premier, je balayais trop l'entour avec mes jumelles. Soudain, au 5e étage de l'immeuble d'en face, j'ai aperçu une faible lueur d'air, une fenêtre âme, clignotante comme un feu follet, m'a interpellé. J'ai aussitôt ajusté mes jumelles à un homme. Il tenait également des jumelles, et observait dans ma action modèle autre homme tenait. En Tarkiwaki? Mon tueur rebondit violemment. C'était Victor Moreau et avait changé de repère. Ils avaient détruit ce pour dire t'es probable, mais bien un groupe organisé. Alors que je l'observais, il m'a repéré. Il a semblé hésiter un instant, puis un sourire glacé, empreint Kurlaïs, a déformé son visage. Il a porté le talkie-walkie à sa bouche et a prononcé quelques mots. Quelques secondes plus tard, un objet posé sur ma table a subitement émis un grésillement, sèche. Monsieur Rose, vous dormez. La voix. C'était bien celle de Victor Moreau. L'appareil qu'il asilait, c'était un talkie-dolkie d'enfant que j'avais échangé cet après-midi contre 2 saucisses avec un gamin affamé. Je l'avais pris par curiosité pour le plaisir. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils utiliseraient ce moyen de communication des sédimentaires pour infiltrer mon refuge. Je sais que vous m'entendez. La voix de Victor Moreau était teintée d'une moquerie insidieuse. Belle chance odoreuse, monsieur Roche. Mais votre bonne étoile s'étend. Je vous offre 2 choix. Premièrement, demain matin, vous ouvrez vos portes et vous me livrez les 2 tiers de toute provision, vos titres de sécurité et celles de vos hommes.
Deuxièmement, il marque une pause, sa voix virant à une cruauté glaciale, nous viendrons les prendre en Vanodaveld. Mon là, il ne sera plus question de 2 tirs seulement. Quant à vous et aux vôtres, je vous attacherai à un radeau et vous laisserai dériver au gré du courant. Survivre ou mourir, ce sera le destin qui en décidera. Ah, au fait, il sembla se souvenir de quelque chose et ajouta « Ne comptez pas sur ce tireur isolé pour vos dauphines recherches. C'est un fou reclus dans l'Ucharde, il possède qu'un fusil de chasse modifié et quelques cartouches. Une ne pourra pas vous protéger. » Un grésillement électrique parcourut le talkie-walkie, puis le silence s'installa. Je serai le petit pareil en plastique, mes pommes glacées. Dehors, la pluie persistait. Mais cette fois, j'entendais le grondement d'un encerclement implacable. Le jour n'était pas encore levé lorsque je fus réveillé par une secousse violente. Je bondis vers la fenêtre, et la scène que je découvris me fit presque figer le sang. Des radeaux de fortune, assemblés à la hâte avec des planches, des pneus et une myriade de débris flottants convergeaient de toutes parts vers l'arche. Sur chaque radeau, des hommes brandissaient des bâtons rudimentaires et des machettes, leurs visages d'une forme et une avidité frénétique. L'embarcation rapide de Victor Moreau trônait au centre, telle une louve dominant sa meute de requins affamés. Sa voix, amplifiée par un mégaphone, reprenait le discours de la veille, attisant la fureur des brutes qui l'avaient rassemblé. Foncez, il y a des montagnes de vivres et de là-dedans, le premier qui entrera la plus grosse part. Cette fois, aucun coup de feu mystérieux ne viendrait me sauver. Le Dralin du bois et les Martel me rejoignirent, leurs visages blêmes. Bastien, que faisons-nous? La voix de Luc tremblait. Je ne répondis pas, mon cerveau tournait à plein régime. Se battre frontalement, nous 3, plus une enfant, c'était pure folie. Ils avaient déjà commencé à frapper les rideaux de fer et la porte arrière avec des pieux grossiers. Chaque impact, l'arche semblait sur le point de céder. Je devais créer le chaos, neutraliser leur centre de commandement. Mon regard se posa sur l'embarcation de Victor Moreau. D'une voix calme, je demandai Luc, « Si je trouve de l'essence, peux-tu fabriquer un engin lançable explosif en moins de 5 minutes ?» Luc parut d'abord perplexe puis comprit mon intention. Il serra les dents et hocha la tête avec force. « Oui, avec de l'essence et des bouteilles en verre, 1 minute me suffira amplement. » Bien, je me tournai et courus vers l'entrepôt. Je me souvenais parfaitement, pour éviter la rouille. Parmi les outils agricoles que j'avais stockés, hier une motobineuse de réservoir, plein d'essence. Je dévissai le bouchon du réservoir et, à l'aide d'un tuyau en plastique, je pompai le précieux liquide remplissant une grande bouteille de soda. Je tendis l'essence à Luc, qui se mit à l'œuvre sans perdre un instant. Très vite, les bombes incendiaires provisées furent prêtes. Bastien, ça n'ira pas très loin. Luc grimaça en observant l'embarcation de Victor Moreau, à au moins 30 mètres en contrebas. J'essaie. Je sortis un objet d'un outil la fronde surpuissante que mon grand-père Gérard Rové, seul qu'il utilisait pour la chasse aux oiseaux. Mon tueur battait la chamade. Pourtant mes mains restaient fermes tandis que je fixais avec précaution le ton le 2D de mon lance-pierre. Je me faufilai jusqu'à la fenêtre du 2e étage. Une profonde inspiration emplissant mes poumons, puis j'ouvris la petite crasseuse. En bas, les bruits me repérèrent. Une vague de cris excités et féroces éclata là, attrapidée de la mort. Victor Moreau me vit aussi. Un sourire narquois de prédateur déforma son visage tandis qu'il portait son kimorki à sa bouche. Sa voix, empreinte d'une moquerie cruelle, résonna jusqu'à moi sur Alroche. « Vous avez changé d'avis. Prêt à vous rendre. » Je ne tins pas compte de sa provocation. Ma main fouilla ma poche en extirpant un briquet. Mes doigts tongs et gerneux, la meille j'allumai Molotov, la petite flamme dansait follement, luttant avec acharnement contre le vent et la pluie. Je tendis le lance-pierre, ma concentration absolue, visant directement son embarcation d'assaut. Tous les regards en bas, votés comme innocents, dérivaient sur la petite boule de fût dans ma main. Le temps, en cet instant agonisant, semblait retenir son souffle. Je lâchai. Le Molotov déchira l'air d'un sifflement terrifiant, traçant un arc flamboyant d'orange en de sa bage avec une précision déconcertante sur l'embarcation de Victor Moreau. Le sourire de prédateur de Victor se figeait instantanément, remplacé par une terreur pure abjecte. Son cri frenait des chars à l'averse, vite, sautez, tous sautez. Mais il était déjà trop tard. Le Molotov explosa près du réservoir de carburant de l'embarcation dans un rugissement adissant à tir jaillit l'échancier le ciel sombre. L'embarcation d'assaut toutière fut instantanément engloutie par un brasier monstrueux. L'onde de choc de l'expo renversa plusieurs radeaux avoisinant comme de vulgaires jougs des corps. Dispersés comme ils brisés, plongèrent dans l'eau agisée, leurs cris formant un chœur de terreur pur animal. Quelques instants auparavant, ces brutes formaient une foule hurlante et arrogante. Au présent, elles étaient un peu mécaniquées et désorientées, leur centre de commandement détruit. Elles se dispersaient comme des poulets sans tête, complètement perdus. Luc Martel me tendit un second Molotov. Je l'allumai, bandai le lance-pierre de nouveau et tirai de radeaux plus massément peuplés, un œud désespéré d'humanité. Un autre brasier s'épanouit à la surface de l'eau, la panique, telle une peste virulente, se propagua pas vivement encore que les flammes. Des cris de démons. Si un démon est, pour l'amour de Dieu, courez,
déchirèrent-les. Les brutes, complètement brisés, abandonnèrent leurs armes et nagèrent frénétiquement, désespérés pour échapper à cette zone de mort que j'avais créée. Je me tenais à la fenêtre, le dernier molotov toujours à la main, silhouette silencieuse et mortelle sculptée dans l'ombre et la fumée. Un bas. Il ne restait que des épaves fumantes et les figures pathétiques d'hommes se débattant dans l'eau. La crise immédiate pensait enfin, provisoirement, désamorcée. Le Dralen Dubois et Luc Martel me fixaient, leur visage marqué d'un mélange de respect et d'une rienne paranoïde, mais au fond de moi, je ne ressentais aucun triomphe. En regardant les silhouettes se débattre dans l'eau, une certitude glaçante s'installa dans mes entrailles, je zouvais à botte de Pandore. Mais à partir de ce jour, il n'y aurait plus de retour en arrière, aucune possibilité de trait entre nous, ce serait un combat mort, leur vie ou la mienne. Juste à ce moment-là, mon regard fut attiré par quelque chose un sac étanche noir, flottant sur les vestes brisées du bateau détruit. Mon tueur bondit dans ma gorge. Le sac de Victor Moreau, je l'avais vu le porter constamment. Comme du secret pouvait-il bien cacher? Je me tournai immédiatement vers Luc Martel, ma voix pressante très vite. Il faut le récupérer, sauter, pour le sancler non seulement au secret de Victor, mais peut-être un danger encore plus grand, imprévu. Luc Martel, toujours plein de ressources, décrocha une longue perche à linge et y fixa rapidement un crochet de fa. Il se pensa dangereusement par la fenêtre, multipliant les tentatives, jusqu'à ce que finalement, avec un grognement de fort, il accrocha le sac étanche noir. Le sac était étonnamment lourd. Je le pris, mes doigts tâtonnant sur la fermeture éclair. Ce que nous venons de tenir filaltait simultanément le Drertel et Dubout, un frisson collectif. Nous parcourant l'Ecti, nous courant les chines. Pas de nourriture, pas de notège. Seulement 3 objets distincts, un pistolet, son métal froissant, de changeurs plein à ses côtés. Une épaisse liasse de documents, méticuleusement scellés dans une pochette étanche. Et un téléphone satellite. Mon regard, cependant, était rivé sur cette arme. Dans ce monde dépouillé de tout ordre, une pareille arme signifiait un pouvoir absolu. Elle pouvait nous protéger, certes, mais elle pouvait tout aussi facilement attirer des ennuis mortels directement à notre porte. Puis, ma main se tendit vers la liasse de documents. En ouvrant prudemment la pochette étanche, la toute première page fit violent se craquer mes pupilles, une décharge de glace parcourant mes veines. C'était un document officiel top secret, marqué d'une encre rouge menaçante, le titre Murlet Trut nul haussé le niveau concernant l'incident Azur. Le document exposait la sinistre vérité, ce déluge mondial. Y était-il affirmé n'était pas un phénomène naturel. C'était un résultat catastrophique d'une expérience ratée, nombre de codes Azur, quand algues génétiquement modifiées initialement relâchées dans l'océan pour purifier la combination nucléaire, avait une émotion inattendue et terrifiante. Elle s'était multipliée de manière incontrôlable, modifiant les taux d'évaporation océanique mondiaux, entraînant cette pluie incessante et interminable qui noyait notre monde. Plus terrifiante encore, le communiqué mentionnait que ces algues libéraient une neurotoxine puissante, entrant dans l'écosystème par la pluie implacable. Les créatures à cette averse toxique, pendant des périodes prolongées, subiraient des mutations génétiques, les transformant en d'êtres incroyablement agressifs et monstrueux. Le document se terminait par un ordre glaçant et sans équivoque toutes les unités locales recevant cette mutation et absolument je lui scellait cette information du public. Et la date d'émission, mon sang se glaça. Le 5e jour après le début de la pluie sans fin. Savaient dès le début, ils connaissaient l'horrible vérité, pourtant ils avaient choisi de la cacher, de nous condamner tout. Leur seul but, je le comprenais alors, était de s'accaparer toutes les ressources pour eux-mêmes, de maintenir le contrôle en nous, les gens un chaos total et irréversible. Victor Moreau, réalisais-je avec un haut queue errant, était l'un des exécutants de ce plan tordu monstrueux notre tronc contre l'arche, son prétexte de distribution unifiée, tout n'était qu'un mensonge. Il voulait juste s'emparer de mes provisions, accomplir sa mission pour eux, ou plus exactement, à sous sa propre ambition sombre et insatiable. Un frisson glacial parcourut mon échine. Le plus grand des dangers, je le savais désormais, ne venait de catastrophes naturelles, mais de la main de l'homme. La voix de Luc Martel tremblait. Il désigna l'appareil satellite. Bastien, cet appareil. Est-ce qu'on peut contacter l'extérieur? Mon tueur s'emballa. Si je pouvais joindre ces prétendues forces de secours, ne serions-nous pas sauvés? Je saisis l'appareil lourd dans ma main. Il semblait robuste et l'indicateur de batterie affichait une charge complète. Mon pouce appuya sur le bouton d'allumage. Quelques secondes plus tard, l'écran s'illumina. Pourtant, dans l'historique des AQ2 et NUO tout juste composé, sans une once d'hésitation, j'appuyai sur appel. L'appel fut pris. Un grésillement électrique bruyant et désagréable me parvint. Puis, une voix masculine. « Résonna Moreau. Quelle est la situation? Avez-vous sécurisé l'entrepôt cible ?» Mon tueur tambourinait dans ma gorge. Je restai muet. L'interlocuteur semble apercevoir quelque chose d'étonnant. Puis son ton devint méfiant US. Oh et Moreau. Je pris une profonde inspiration, abaissant ma voix pour imiter celle de Victor Moreau. Mes mots sortirent délibérément vagues et un incident.
La cible une puissance de feu considérable. Puissance de feu, une surprise évidente de l'autre bout. Information ne disait pas qu'il n'y avait qu'un seul civil. J'insistais, ma voix ferme à information et erronée. Il y a des armes automatiques, nous avons subi de renfort, je répète, demande de renfort. Je devais exagérer ma menace, les forcer à la prudence, les empêcher de faire quoi que ce soit d'insensé. Quand le long silence s'installa au bout du fil, une minute entière s'écoula avant qu'il ne reprenne la parole, sa voix désormais froide comme l'acier, pas de renfort. Mais, je vous donne un conseil. Et le conseil, je réussis à articuler. Dans ce bâtiment, outre les provisions, il y a une femme. Une femme nommée Solène Blanchard. Mon cerveau se vida d'un coup. Un bourdonnement assourdissant résonna. Solène, mon petite amie. Me devait pas être morte il y a si longtemps. La voix glaciale poursuivit, elle est cruciale. La fille du scientifique en chef de l'Ancida Azur est la seule à résultat de l'expérimental initial. Elle pourrait porter les anticorps de la souche virale originale. Un ordre sec résonna, s'apturait la vivante. Utilisez-la comme otage pour forcer le gardien de l'Ancien-Rendre, si votre seule chance. L'appel fut coupé. Je restais figé sur place. Alain Dubois et Luc Martel me regardaient, leur visage de reflétant mélange de cas de confusion. Solène était vivante. Elle était dans les parages, peut-être même. Dans ce bâtiment, Solène, mon petite amie. Nous nous étions rencontrés à l'université. Après nos diplômes, nos chemins s'étaient séparés à l'amiable. Puis-je privilégié la prudence dans mes projets errerie de conquérir la grande ville. Nous avions gardé un contact sporadique, jusqu'à il y a 6 mois. Elle m'avait alors annoncé qu'elle s'embarquait pour un projecto secret créé sur un navire de recherche océanographique, pour une longue durée. Le dernier message que j'avais reçu d'elle était une photo d'elle en blouse blanche au bord de la mer. Elle m'assurait que le projet avançait bien, qu'elle serait bientôt de retour. Puis le déluge avait éclaté. Je l'avais cru, elle et son navire, engloutis à jamais par ses eaux déchaînées. Mais maintenant, cette voix froide m'avait appris qu'elle était non seulement vivante, mais qu'elle est clé de toute cette catastrophe. Victor Moreau et ses supérieurs n'avaient jamais visé mes provisions, non, pas vrai du moins, les provisions, oui, qu'un objectif secondaire. Leur cible première, c'était Solène. Et si Victor Moreau n'avait pas révélé la vérité à la foule, c'est parce que ce secret était bien trop lourd. Il ne voulait pas que plus j'en sois au courant. Il voulait juste utiliser la comme chair à nom, pour forcer l'entrée de l'orge et trouver Solène. Alors la question me hantait de Solène, où était-elle? L'arche, mon épicerie, était petite. Le rez-de-chaussée abritait le magasin et l'entrepôt, l'étage d'Otaralé où se trouvaient Dratra, Alain Dubois et sa fille. J'avais fouillé chaque recoin. Il était impossible que quelqu'un d'autre s'y cache. Mon regard tomba sur le plancher sous mes pieds. L'épicerie de mon grand-père Gérard Roche était une maison individuelle de 2 étages. Je me souvenais qu'il avait mentionné avoir creusé une cave très profonde sous le mât de la Consin l'or pour lutter contre l'humidité. Entrée, elle se trouvait sous le comptoir de caisse, derrière une trappe. Je dévalais l'escalier, presque à 4 pattes, vers le rez-de-chaussée. Luc Martel de Alain Dubois me suivait, le sus empli d'une confusion terrifiée. Je me jetai devant le comptoir de caisse, balayant tout ce qui s'y trouvait comme un forcené. Puis je soulevai de toutes mes forces la lourde trappe en bois. Un air froid et humide, imprégné de terre et d'une odeur médicinale étrange, sans goût du trou béant. L'autre cave s'ouvrit devant nous, béante et mystérieuse. Je pointai ma torche vers le bas. La cave n'était pas profonde, 3 mètres tout au plus. Un fouillis horrissant rempli de vieux meubles et d'affaires que mon grand-père Gérard Roche avait laissés. Et là, au milieu de ce chaos, je vis quelqu'un, Solène Blanchard, ses cheveux ébouriffés, le visage livide. Elle me vit, semblant aussi figée que moi, ses yeux chargés de chaud, de terreur et d'une émotion complexe que je ne parvenais pas à déchiffrer. Comment diable es-tu arrivé ici? La question m'échappa. Qu'elle ne répondit pas, se contentant de serrer davantage la couverture autour d'elle. Ses yeux méfiants fixant un doigt de Luc Martel, juste derrière moi. Si à ce moment-là qu'Alain lâcha un cri sidéré, frère, regarde son bras. Je suivis son regard, le bras dénudé de Solène était couvert de marques d'aiguilles, une myriade d'entre elles, certaines déjà cicatrisées, d'un rouge sombre, d'ores encore fraîches, la peau était anormalement enflée et rougée. Ses pieds, une douzaine de seringues vides et des flacons en verre jonchaient le sol. Alain se précipita dans la cave, ramassa un flacon, le porta à son nez et son visage devint livide. Ce n'est pas un médicament. Il leva les yeux vers moi à la panier regard. Si, c'est un sédatif de dose massive, à très haute contraste, là ne se soigne pas, elle s'injecte ce poison. Non, ça n'allait pas du tout. Une personne porteuse d'anticorps, pourquoi se cacherait-elle et s'injecterait de telles quantités de sédatifs? Quelque chose de terrible était en train de s'éveiller en elle. J'en avais la certitude absolue. Je me remémorais soudain lu dans ce dossier les organismes et plus exposés longtemps à ces puisses de mutation génétique, devenant extrêmement agressifs. Et Solène, elle était la seule à s'être échappée de la zone d'expérimentation initiale, exposée à la sous-GIA le plus concentré. Une sueur froide ruissela le long de mon échine.
Alors que je regardais cette femme tremblante dans la cave, cette femme que j'avais tant aimée, soudain compris, ce que j'avais ramené n'était pas de l'espoir, mais un monstre, une bombe à retardement, bien plus terrifiant que n'importe quelle horde de zombies ou de brutes à l'extérieur. Je m'efforçais de retrouver mon calme. Je demandais à Alain de remonter s'occuper de sa fille Elise, puis je demandais à Luc de garder l'entrée nave, de ne laisser personne approcher. Je descendis seul. Solène était recroquevillée dans le coin, tel un hérisson blessé me fixant avec méfiance. « Sont-ils partis » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Qui ? Ceux qui te poursuivent, Victor Moreau » demandai-je, testant le terrain. Elle hocha la tête, puis la secoua. Ses yeux erraient dans le vague. « C'est eux. Et pas seulement, on dirait je ce plus mon esprit est en vrac. » Devant les flacons vides de sédatifs ses pieds, mon tueur se serra. L'abus de ces substances commençait à ronger son esprit. « Depuis qu'en es-tu ici » demandai-je. « Quand la pluie a commencé » dit-elle par bribes. Le bateau eut un accident. Je tombais à mer. Je cueillis morceaux de bois et les vagues me poussèrent jusqu'au rivage. Je me souvenais que tu m'avais dit que ta famille avait une boutique ici, alors je vins. Je n'osais pas frapper, craignant de les attirer. Alors je me tairais ici. Son récit était confus, mais je pouvais reconstituer les faits. Pourquoi te fais-tu des injections de kétif ? C'était la question cruciale. Elle trembla de tout son corps, leva brusquement la tête, me fixant. Ses yeux injectés de sang et emplis de terreur. Je n'en peux plus. C'était presque un appel à l'aide. Bastien, crois-moi, je ne veux blesser personne. Par fou, je n'arrive plus à me maîtriser. Il y a une autre chose en moi, qui veut émerger, qui réclame sa part, qui veut, elle ne termina pas sa phrase, mais le non-dit, l'horreur de ces mots inachevés, me serra les entrailles. Fin vide, déchirait quelque chose, de la chair fraîche et chaude. Elle se prit la tête dans les mains, son corps secoue de violents tremblements. Je compris. L'anticorps n'était absolument pas le remède miracle escompté. Il permettait peut-être à Solène de ne pas sûrement entièrement de la folie bestiale des créatures infectées à l'extérieur, de ne pas devenir un monstre mu par le seul instinct d'attaque. Mais il ne pouvait totalement nier l'instinct enfin, l'agressivité, le désir de de sang. Tout cela demeurait tapis en elle. Bastien, elle soudain agrippa mon pantalon, leva la tête. Le visage ruisselant de larmes. « Tue-moi, avant que je bascule et ne devienne un monstre. S'il te plaît. » Comment aurais-je pu faire ça ? C'est à ce moment-là qu'un cri étouffé de Luc s'éleva de l'entrée de la cave, le frère vite. Quelque chose t'arrivait. Mon tueur se serra, je fonçai. Peine fus-je sorti de la cave, une odeur racque de sang frappa mes narines, je me précipitai au premier étage et la scène que découvris me déchira les yeux. Le corps d'Alain Dubois gisait dans une mare de sang. Une plaie béante et encore écarlate lui déchiquetait la poitrine. Ses yeux demeuraient grands ouverts, figés dans une expression de terreur et d'incrédulité absolue. Et sa fille, cette fillette de 5 ans à peine, avait disparu. La fenêtre de la pièce béillait, laissant la pluie s'engouffrer et imprégnant l'atmosphère d'un froid. Main d'artère. Le martel, le visage livide, et le corps secou tremblement était effondré au sol, pointant vers l'extérieur. Si chez le type de l'écharde et il... Ses paroles se brouillaient, sombrant dans une incohérence frénétique. Je l'ai vu, une ombre noire qui se balançait du toit de cet immeuble tel une araignée. Il a tué le Dorte Dubois, et il a pris l'enfant. Le Chard, le mystérieux snippait, mais n'était-il pas censé m'aider? Pourquoi? Je me suis précipité vers la fenêtre, mes jumelles à la main, balayant frénétiquement la carcasse menette de cet immeuble inachevé. Traversant sous mes fenêtres au dernier étage, j'ai distingué cette silhouette sombre. Il tenait la petite fille inconsciente dans ses bras. Puis, il a lentement tourné son corps pour me faire passe, hache, et lose un visage que je connaissais trop bien. Celui de quelqu'un que je croyais mort depuis longtemps. C'était le singe, l'un des hommes de main de Victor Moreau, la nuit de l'incident. Il s'était échappé par la ventilation. Maintenant, la moitié son visage carbonisé le faisait ressembler à un démon tout droit sorti de l'enfer, main doissée, un sorcier peu tordu et grotesque avant de bondir d'ardoise blanche. Dessus, peint de lettres rouges écarlates, figuraient ces mots glaçants, la femme pour la fille. La femme pour la fille. Pourquoi m'avait-il aidé auparavant? Et pourquoi avait-il kidnappé l'enfant et tué d'autres du boitement? Je me suis forcé à retrouver mon calme et à rejouer mentalement la scène. Il avait bien chassé Victor Moreau. Puis il m'avait observé me laissant recruter des gens avec mes provisions battus en propre force au sein de la Arche. Il avait réalisé qu'en attendant plus longtemps mes défenses deviendraient imprenables. Alors, il avait choisi d'agir, de s'emparer de l'enfant afin de me faire chanter. Ce qu'il voulait, c'était Solène. Il avait probablement aussi intercepté mes conversations avec ce Mystème Conta. Quelle est la valeur de Solène craint l'anticorps? Il voulait Solène. Cette arme ultime qui pourrait lui permettre de survivre à cet apocalypse et même d'en ressortir plus puissant. Bastien, qu'est-ce qu'on fait? La voix de Luc Martel m'a tiré de ma torpeur. On devrait peut-être s'aurait en direction de la cave. Et il n'acheva pas sa phrase. Je savais ce qu'il voulait dire. Je changeais une femme confuse, susceptible de se transformer en monstre à tout moment, contre un enfant innocent. Le choix semblait évident, simple.
Je suis retourné à l'entrée de la cave pour observer cette silhouette recroquevillée dans l'obscurité. Solène semblait avoir entendu l'agitation dans nos. Elle a levé la tête, ses yeux, dénués de la peur d'avant, reflétaient désormais une étrange sérénité, presque un soulagement. « Allez-y » a-t-elle murmuré. « Utilisez-moi pour l'échange. Si la seule chose que je puisse faire. » Je suis resté silencieux. La raison me dictait que c'était la meilleure solution. Sacrifier une menace potentiellement gigantesque pour récupérer un enfant et de surcroît stabiliser temporairement ce fou de le singe. Mais, émotionnellement, je ne pouvais m'y résoudre. Une fois qu'il aurait Solène, laisserait-il l'enfant? Nous laisserait en vie ensuite? Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je devais trouver une autre solution. Mon regard a balayé les étagères du rez-de-chaussée, s'arrêtant finalement sur des paquets de poudre désinfectante du permanganate de potassium. J'ai levé les yeux vers Luc Martel, va chercher tout notre alcool, et ses quelques bouteilles d'alcool fort. Puis, je me suis tourné vers Solène dans la cave, tu veux vivre? Elle a tressailli, l'air de ne pas comprendre ma question. Si tu veux vivre, écoute-moi. Ma voix, dénuée de toute émotion, résonne pourtant d'une force inébranlable. Ce qu'il y a mais toi, ce n'est pas une malédiction, c'est une arme. Maintenant, je vais t'apprendre à l'utiliser. Le singe avait fixé le rendez-vous pour le crépuscule du lendemain. J'avais une journée pour me préparer. J'ai demandé à lui de mélanger tout l'alcool et l'alcool à la poudre poudre de permanganate de potassium, remplissant une douzaine de bouteilles en verre. Cette fois, nous n'aurions pas seulement des cocktails Molotov, mais aussi des fumigènes capables de bien d'épaisse volute. Ensuite, j'ai glissé le pistolet que j'avais trouvé dans le sac de Victor Moreau, ainsi que 2 chargeurs de rechange derrière ma ceinture. Enfin, je suis redescendu dans la cave. Solène avait cessé les injections de sédatifs, à ma demande. Sans l'effet des médicaments, ce qui était en elle commençait à se réveiller. Ses yeux étaient injectés de sang, son souffle lourd, ses ongles traçaient inconsciemment de profondes marques sur le mur. Elle endurait une douleur immense, mais son regard restait étrangement, terriblement vif. Je me sens si affamé, elle me regarda. Un grognement bestial s'échappa de sa gorge. Je n'ai pas eu peur. De ma poche est sortie une poche de sang, du plasma sanguin de réserve que je trousse que premier secours du dirt de bois. J'ai tendu la poche de sang, bois ça, et je murmurai, la gorge serrée. Ses yeux se sont rivés sur elle, comme un naufragé du désert découvrant une Aussie. Elle l'a arraché de mes mains, déchirant sauvagement la poche des dents, aspirant avidement le liquide. Le plasma froid a coulé au coin de ses lèvres, rendant son visage pâle étrangement démoniaque. La poche entière vidée, ses tremblements se sont calmés. La faim frénétique semblait temporairement apaisée. Mais sa force, cessant, était exacerbée comme jamais. Je pouvais voir les lignes de ses muscles se tendre légèrement sous sa peau. Ma question rompit le silence, comment te sens-tu? Elle a levé la tête, léchant la trace de sang au coin de sa bouche. Un sourire étrange s'était tiré sur ses lèvres. Que je mets. Le crépuscule tomba comme un linceul. Le soleil mourant rouge sang atteint les eaux troubles d'un écarlate menaçant. Le singe apparut, eut traîné la petite Élise inconsciente. Sa voix, rauque comme le gravier, a déchiré le silence, trié les os. J'ai ouvert la porte arrière de l'arche. Solène et moi sommes sortis sur la plateforme du 2e étage. En voyant Solène, les yeux du singe se sont allumés d'une cupidité et d'une soif de possession primitive. Son rictus est élargi, Très bien, a-t-il craché. Envoie-la sur ce radeau là-bas, suite, tu gages, et je te rends la gamine. Il a pointé du doigt un radeau vide à la dérive flottant à quelques mètres. En pied le savais-je. Au moment où Solène poserait le pied sur ce radeau, il frapperait. Je n'ai pas bougé. J'ai juste levé la main. J'ai claqué des doigts. La seconde d'après, depuis la fenêtre du rez-de-chaussée de l'arche, Luc Martel a lancé des grenades fumigènes vélo humaines fumègres et épaisses instantanément enveloppées autour de nous où la visibilité a disparu, coupée nette. Tu vas mourir, le singe a hurlé de rage, sa voix déformée. Il a levé son fusil de précision. Mais il ne trouvait plus sa cible. Dans cette fraction de seconde de distraction, Solène a bougé. Elle s'était lancée comme une panthère noire, bondissant de la plateforme du 2e étage, près de Saint-Matre et Terry, sans le moindre bruit. Puis, comme un geco, elle s'est collée au mur, grimpant à une vitesse défiant toute logique vers l'immeuble du singe. Le singe a clairement senti que quelque chose n'allait pas. Il a commencé à tirer aveuglément dans le rideau, le bas ont sifflé à mes oreilles. Quand même je n'ai pas esquivé, j'ai levé mon arme. J'ai visé la direction du singe, pressant la gâchette sans cassant, mon tir était pitoyable, je le savais, mais je n'avais pas besoin de le toucher. J'avais juste besoin de couvrir Solène avec le bruit de mes tirs, de lui faire savoir que j'avais aussi à puissance de feu. Tirs, explosions, les malédictions du sein, une cacophonie infernale dans la fumée tourbillonnante. Soudain, un hurlement strident qui n'avait rien d'humain a déchiré le crépuscule. C'était la voix du singe. La fumée a commencé à se dissiper lentement. J'ai levé les yeux vers le toit. Le singe gisait sur le sol, son fusil de précision à côté. Sa gorge était fermement serrée par une impale, Solène le chevauchait le minant du regard, l'autre main transformée en griffe, les ongles d'un noir terrifiant, profondément enfoncés dans sa chair. La petite Élise était allongée au sol, un peu plus loin, saine et sauve.
Une supplication terrifiée s'est échappée de la gorge du singe trait. Non, ne me tue pas, j'ai eu tort, j'ai te doré toute. Solène n'a rien dit. Elle baissa lentement la tête, s'approchant de son oreille, comme si elle eût murmuré quelque chose. Puis, sous le regard de plus en plus horrifié du singe, elle a ouvert la bouche, j'aperçus ses dents devenues aiguës et élongées, pareilles à celles d'une bête. J'ai détourné le regard, je ne pouvais plus supporter de regarder. Après un long moment, tout est redevenu silencieux, la pluie. Je n'avais même pas remarqué quand elle s'était arrêtée. Pour la première fois en 70 jours, la pluie avait enfin cessé. Une dernière lueur du soleil couchant apparut à l'horizon. Solène, portant la petite Élise, descendit du toit légère comme une plume et atterrit devant moi. Son visage, ses vêtements étaient maculés de sang. Mais son regard avait retrouvé un semblant de clarté. Elle m'a remis l'enfant. Elle prononça 3 mots simples, Lucie finie. Je l'ai regardé, puis j'ai reporté mon regard sur l'enfant, un d'âne, dans mes bras. Un tourbillon d'émotions me traversait. Mais à cet instant, le téléphone satellite que j'avais jeté de côté retentit soudainement de nouveau. J'ai décroché. Ce n'était plus la voix rauque de l'homme, mais une voix féminine douce avec une étrange pointe de rire. « Félicitations, monsieur Roche. Vous avez réussi le test final. Bienvenue dans le projet Evolution. » Puis, un rire léger et pernicieux ajouta « Trop, et j'ai oublié de vous dire. La fille dans vos bras et la femme à vos côtés sont nos échantillons initiaux. Préparés juste pour vous.